Salut! Elfie, tu avais bien du monde à la table. Je te suggérais même de faire une intro rapide parce que c'est un long balado que vous allez avoir aujourd'hui. Oui, fait que je me dépêche. On a reçu Elisabeth, Isabelle et Marie-Renée, 3 femmes à la tête d'entreprises adhérentes qui touchent de près ou de loin à la conception de vêtements ou d'artisanat. Fait qu'on a parlé des défis complexes de produire au Québec, de fabriquer au Québec, puis d'être un peu à la tête d'une petite entreprise qui évolue avec des contraintes qui ne sont pas toujours évidentes. Bonne écoute. Bonne écoute. Bonjour, mesdames. Allô. Aujourd'hui, merci beaucoup d'être ici aujourd'hui. Une belle tablée des fêtes. Isabelle, je vais vous présenter. En fait, je vais prendre quelques minutes pour vous présenter parce que, peut-être que des gens qui nous écoutent ne vous connaissent pas. Isabelle, tu es propriétaire, fondatrice de Art of Stained Glass. Oui. Depuis la pandémie, en fait, que tu as créé cette entreprise-là. Avant ça, tu étais plus dans l'événementiel. Tu as étudié aussi en design d'environnement, si je ne me trompe pas. Donc, ça te fait tout un parcours pour arriver à être entrepreneur. Je te remercie d'être ici. On va y revenir un petit peu plus tard. Parfait, merci. Merci à toi. Elisabeth, tu es propriétaire, fondatrice aussi de Alpagador, qui est une entreprise qui fait des produits, en fait, de vêtements à base de laine d'alpaga. Et la particularité, c'est que tu élèves aussi les alpagas. C'est ça, c'est vraiment mon élevage. Donc, c'est vraiment une matière première là, qui est plus qu'à proximité, là, comme on dit. Puis avant ça, tu étais dans le domaine, si je ne me trompe pas, de tout ce qui est web. Tu as même chapeauté, en fait. Fondatrice de Jobbo. Fondatrice de Jobbo. Bon. Bien, écoute, on parle d'un revirement de carrière ici. Là. Absolument. OK, super. Fait qu'on va en parler plus en profondeur aujourd'hui. Merci d'être là. Et Marie-Renée, en fait. Marie-Renée, tu es fondatrice de Timinou. Oui. Qui est une entreprise qui existe depuis exactement? 2022. 2022, super récent. Oui. Post-pandémie. Exactement. Ouais. Et avant ça, si je ne me trompe pas, tu étais journaliste. Oui. Attachée politique aussi? Exactement, dans les dernières années avant de me lancer. OK. Puis là, tu as tout laissé ça, puis vraiment, tu contactes à 100% à ton entreprise. Exact. Ça aussi, c'est un changement de carrière intéressant. Oui. Oui, vraiment. Un saut dans le vide naïf. Okay. Mais je pense que ça prend ça pour se lancer en affaires, une petite dose de naïveté. Donc, oui, je me suis vraiment carrément jetée dans le vide. On va commencer avec ça. Je trouve ça super intéressant parce que vous aviez tous une vie assez vraiment différente là, de ce que je peux percevoir ici. Est-ce qu'il y en a une qui veut se lancer à m'expliquer un peu son cheminement? Bien, en fait, moi, c'est vraiment la maternité qui a été un point tournant dans ma vie. Je cherchais, en fait, une façon d'amener mon petit garçon avec moi en ski de fond, en randonnée, sans nécessairement qu'il revienne tout gelé ou qu'il revienne tout mouillé, tout humide, parce que je l'avais trop habillé, puis finalement, il y avait eu froid. Donc, je me disais, il faut que je l'équipe comme nous, avec une petite combine en mérino. Et à ma grande surprise, j'en trouvais nulle part sur le marché pour les petits bébés. Donc, je me disais, ben voyons, je suis certainement pas la seule maman à chercher ce type de produit-là. Puis finalement, de fil en aiguille, je demandais là, à des amis qui font du plein air, où est-ce que vous équipez vos enfants? Puis ils me disaient, si jamais t'en trouves, dis-nous-le, parce qu'on serait vraiment intéressés. Wow. Fait que là, ça a comme commencé à faire germer une petite graine dans mon esprit. Puis c'est en voyage, en fait, là, mon bébé avait 3 mois et demi. On était au Portugal, puis on faisait une randonnée, il y avait des grosses variations de température parce qu'on était l'automne. Quand il faisait soleil, on crevait de chaleur quasiment. Puis dès que ça s'ennuageait, c'était extrêmement froid. Là. Le fond de l'air était très froid. Puis clairement, là, mon bébé n'était pas assez bien habillé. Puis je me suis dit à ce moment-là, c'est ça que ça me prendrait maintenant, tu sais. Puis là, quand on est revenu en novembre, je voulais préparer ma première saison de ski de fond avec mon enfant. Donc là, je me disais, il faut que j'en trouve une, là, tu sais. Puis j'en trouvais pas. Donc là, vraiment, c'est là que je me suis dit, OK, bien, je vais faire une étude de marché, je vais faire un plan d'affaires, puis peut-être que je pourrais faire ça sur le side, là, tu sais, en recommençant à travailler après mon congé de maternité. Mais très vite, je me suis rendu compte que, premièrement, il y avait un marché qui était inexploité, là. Il y avait quand même une demande pour ça, puis il n'y avait pas d'offre encore ici. Puis je me suis dit aussi très rapidement qu'il était impossible que je combine ça avec la job que j'avais. Donc,
je me suis dit, c'est un ou l'autre. Puis à un certain point, je me suis dit, c'est ça que je veux faire. Je pense que ça vient me chercher dans toutes les valeurs que je voulais mettre de l'avant. Parce que la maternité, ça a été ça aussi, là. Ça a été vraiment un gros... je sais pas si vous avez eu des enfants, mais ça vient vraiment bousculer beaucoup, beaucoup de choses, dont la priorisation dans la vie. Puis aussi les valeurs que tu veux transmettre à ton enfant, puis ce que tu veux faire avec ton enfant. En tout cas, moi, ça a vraiment... Là, ça change beaucoup de choses. Oui, hein? ça a changé beaucoup la perspective. Puis c'est là que je me suis dit, ben de créer des vêtements comme ceux-là qui me permettraient de jouer dehors avec mes enfants, puis qui me permettraient de mettre de l'avant aussi les valeurs que je veux véhiculer. Ben c'est ça qu'il faut que je fasse. Tu sais, c'est devenu comme une évidence, là, comme une illumination de Dieu, là, je me plais à dire. Là. Puis j'ai décidé d'y aller, là, tête baissée, let's go, on fonce. Là. Mais je suis curieuse de savoir pour... tu sais, quand tu disais, tu en as cherché, tu n'en as pas trouvé, tes amis, ben, je sais, c'est anecdotique, là, en cherchant. Mais qu'est-ce qui explique le fait qu'il n'y avait pas ce produit-là de disponible? Bien, en fait, au fur et à mesure que j'ai cherché, j'ai fini par en trouver ailleurs dans le monde. Tu sais, par exemple, en Australie et en Nouvelle-Zélande, c'est très, très, très répandu parce que la majorité des élevages sont là. OK. Donc, pour eux, c'est quelque chose qui est très, très, très commun. Mais moi, je voulais des vêtements évolutifs parce que ça grandit tellement vite, les enfants. Tu sais, pour vous donner un exemple, le premier habit de neige qu'on a acheté à notre fils, bien, finalement, on en a acheté 3 au fil de la saison parce que le bébé grandissait tellement vite. Puis je me disais, tu sais, non seulement, oui, la laine de mérino, c'est une matière qui est très chère, c'est une matière luxueuse. Donc, peut-être que les gens... sont pas habitués non plus à mettre un gros montant pour un morceau, tu sais, qui va faire une couple de semaines, voire peut-être un mois, tu sais. Fait que c'est peut-être pour ça aussi qu'il n'y en avait peut-être pas autant ici dans notre marché. Il y a l'aspect aussi que c'est pas ancré dans notre culture encore comme ça peut l'être ailleurs, en Australie, en Nouvelle-Zélande ou dans les pays nordiques, en Scandinavie. Donc, c'est pour ça que je me suis dit, bien, il est là, tu sais, c'est là la solution, c'est de faire un produit qui dure dans le temps, tu sais, qui est beaucoup plus versatile aussi, parce que moi, c'est pas juste des combines, là, tu sais, c'est aussi un vêtement qui peut être porté, qui est assez beau pour être porté seul, tu sais, dans la vie de tous les jours, puis qui peut être porté été comme hiver. C'est pas juste une combine qu'on met en dessous d'un manteau. Fait que c'était là l'idée de... En fin de compte, là, de créer un produit qui est polyvalent, mais qui est durable dans le temps aussi, qui va grandir avec l'enfant. C'est une autre façon de consommer, c'est d'acheter. Absolument. Tu payes cher pour avoir ton morceau, mais tu l'as pour quelques années. Exact. Je vais passer la parole à Elisabeth. Explique-moi de ton côté ce cheminement-là, comment il s'est fait de femme d'affaires qui lance des sites web à éleveuse d'alpaga qui fait des vêtements. Ouais, j'avoue que c'est un changement assez drastique. Ouais. J'étais dans le fond, moi, côté entrepreneurial, j'avais déjà ma petite entreprise jadis qui était en conseil informatique. On a été acheté par Vidéotron, qui a été acheté par Québécois. OK. Alors, c'est pour ça que je me suis ramassée dans cette famille-là de Québécois Média. J'étais vice-présidente des services Internet chez Québécois. Donc, Jobboom, Réseau Contact, Autonet, Réseau Micasa. Contact maintenant. Feu, mais que Réseau Contact qui vient tout juste de nous quitter. Et puis, c'est ça, c'est en 2002 que j'ai commencé je travaillais très fort, j'avais vraiment beaucoup de plaisir dans mon travail, mais à un moment donné, tu te dis, bon, j'ai envie de faire autre chose. Puis j'ai commencé à fouiller un petit peu sur Internet, quelle autre entreprise que je pourrais partir, qui serait plus un retour à la source, là, quelque chose de plus... Je suis tombée sur les alpagas. Par hasard, comme ça? En Je faisant sais pas des les recherches mots-clés honnêtement, entreprise, nature. OK. Tu sais, écoute, c'était en 2002, on s'entend OK. que l'Internet n'était pas comme c'est aujourd'hui. Là. Ouais. Je suis juste curieuse de savoir, c'est quoi ta recherche pour tomber sur Ouais. les alpagas? Bien, moi, j'ai toujours été une amoureuse des animaux aussi, fait que c'est juste, ça s'est fait de façon un peu naturelle que je suis tombée là-dessus. Puis, en 2002, j'ai fait venir la documentation d'Alpaga Canada, qui était déjà en place à ce moment-là. Et puis là, j'ai présenté ça à mon chum. J'ai dit, qu'est-ce que t'en penses? On lâche tout, là. Puis on part une élevage d'alpaga. Étais-tu dans le même domaine? Mon chum était, t'es-tu malade? Ah, OK. Il n'est pas dans le même état d'esprit, là. Non, c'est comme OK. non, aucune. Fait que là, t'es juste dans une période difficile, là. Relax un petit peu, puis on passera à d'autres choses plus tard. Finalement, bon, j'ai continué à évoluer dans ma carrière, puis j'ai fait des beaux projets
Puis c'est en 2007, 5 ans plus tard, qu'on a pris la décision en couple de faire ça. Ça fait que c'est une évolution de 5 ans, là. Ça a germé Ouais. pendant 5 ans. Ben, je dirais pas que ça... Ouais, ça a germé, mais dans le sens vraiment en background. Tu sais, j'ai fait la réflexion, j'avais parlé à mes collègues les plus proches, un jour, je vais faire ça. Puis après, c'était parti. OK. Puis en 2007, on était dans un mode où on avait vraiment tous les deux le goût de faire autre chose. Puis là, on s'est mis à faire des recherches de qu'est-ce qu'on fait dans la vie, quelle entreprise, parce qu'on a tous les deux le volet entrepreneur. Fait que qu'est-ce qu'on peut partir comme entreprise qui va faire qu'on va avoir une plus belle qualité de vie, quelque chose de plus de retour aux sources, tout ça. On a fait des vignobles, tu sais, on a fait toutes sortes de recherches. Puis je suis retombée sur l'idée des alpagas. Alors, on a fait le choix d'aller visiter une ferme d'alpagas. On était là à la ferme. Les alpagas étaient dans la grange, avec les portes fermées. Elle a ouvert les portes, les yeux à mon chum, la lumière dans ses yeux quand on a vu ces bêtes-là. C'était gagné, là. C'était clair que c'est ça qu'on faisait. Là, on est vraiment tombés en amour. De là, le nom de mon entreprise, Alpagador. Ouais. Fait que c'est vraiment Adore. C'est d'ailleurs mon nom de troupeau. Ah oui? Bon, OK. en tant qu'éleveur, on a un nom de troupeau, c'est-à-dire que c'est comme moi, je suis fortin. Mes animaux, c'est des Adore. OK. Donc, quand je dis c'est French Kiss, mais c'est pas French Kiss, c'est Adore French Kiss, c'est Adore Tristan, Adore Ulysse, c'est tout des Adore. Wow! Mais là, OK, l'amour pour les animaux et tout ça, mais est-ce que tu avais une fibre artistique aussi? Parce que là, tu fais des vêtements. Zéro OK. expérience en design, en couture. Pour écoute, ma mère, elle m'a appris à coudre quand j'étais toute petite. Je faisais du linge à Barbie. Tu sais. Bon, quand même une base. C'est une base. Mais non, j'avais pas d'expérience ni en agriculture, ni un ni l'autre. On n'avait aucune expérience en agriculture, aucune expérience textile, aucune expérience de mise en marché de produits. C'était vraiment quelque chose de nouveau. On était toutefois tous les deux des entrepreneurs, quand même. Ben oui. Alors, on a fait un plan d'affaires. C'est pas quelque chose qu'on a dit sur un coup de tête. Ah, c'est cute, cette bébête-là. On s'achète 22 alpagas maintenant d'un cours. Là. Ça s'est pas passé de même. On a quand même fait un plan d'affaires. Puis, dans notre plan, c'était les premiers 5 ans. Ça, c'était en 2007 qu'on a commencé notre RH. Ouais. Fait que les premières 5 années étaient vraiment vouées à développer l'élevage comme tel, de monter le troupeau d'alpagas de haute qualité génétique. On est allé chercher des grands champions. C'est pas des animaux qui gigent. Ah ouais. Puis c'est vraiment des animaux de haute qualité génétique. OK. Et puis dans le plan d'affaires, on se disait, bon, 2007, puis en dedans de 5 ans, en 2012, c'est là où on va commencer le développement des produits. Fait qu'il fallait d'abord faire connaître... Tu donnais 5 ans quand même. Je me donnais 5 ans pour OK. développer le cheptel et de faire connaître les alpagas. Et puis, ensuite, de commencer vraiment... je commençais un petit peu plus tôt là, à faire des produits. Mais c'était pas clair dans la vision au début que c'est moi qui ferais tout. OK. Tu pensais avoir une équipe? Nous, ben c'est ça. On avait, je veux dire, le time frame évolutif, d'où est-ce qu'on devait aller, que c'était pas une alpaga juste pour avoir des alpagas. Il faut vraiment qu'il y ait un objectif derrière. Fait que c'est un animal qui produit une fibre de haute qualité, puis c'est pour ça qu'on le voulait. Puis, c'est de la fibre, mais tu ne laisses pas pourrir dans ta grange. Ça. Mais là, pendant ces 5 ans-là de plan d'affaires où tu as commencé peut-être un petit peu avant, t'avais-tu un revenu, de ton élevage ou tu continuais à travailler? Non, on a toutes les deux choisi de se lancer à temps plein. Alors, c'est pas une entreprise que tu vas faire des millions, là. Faut pas s'attendre à ce que tu pars un élevage d'alpaga puis du jour au lendemain, tu as des revenus. Les revenus sont dans l'élevage, dans la revente d'animaux au début. Donc, on a fait des ventes d'animaux, oui, mais c'était pas là notre focus. On voulait pas juste créer des alpagas pour créer des alpagas. Nous, l'objectif, c'était vraiment d'avoir une matière première, une fibre qu'on pourrait utiliser. OK. Fait que, je dirais qu'on était bien des années que dans le site. Là, c'était pas une entreprise avec des revenus à trois. Tu as 2 revenus que tu perds simultanément, entre guillemets, là, quand tu te lances dans une aventure comme celle-là. Fait que, félicitations, hein? Tu es encore là après 12, 13 ans? 16 ans. 16 ans, excuse-moi. Quand même. 17, ouais. Wow! Bien, félicitations. Isabelle, parle-moi un peu de toi, là, une entreprise, dans le fond, que tu as lancée en plein contexte pandémique. Ta réflexion, comment tu en es venue un peu à te développer comme artiste?
Un peu par accident. Puis c'est drôle, je t'écoute dire, j'ai lancé ma compagnie. Moi, je le vous ferai comme j'ai commencé à faire de l'art. Puis lancer ma compagnie, c'est venu un peu par nécessité. OK. Parce que moi, à la base, je suis designer. J'ai étudié en art, en fait, au cégep, puis ensuite en design d'événements, et en design d'environnement et en design d'événements. Puis j'ai travaillé là-dedans pendant 10 ans. Donc, c'était pas... j'avais pas ça du tout sur le radar, le vitrail. Puis, c'est vraiment... en fait, après avoir écouté mes collègues, j'ai l'impression que c'est un petit peu un mélange des deux. Ça a pris du temps, ça a été un processus que j'ai mûri pendant plusieurs années, puis il y a eu plusieurs étapes pour se rendre à être artiste à temps plein et avoir ma propre compagnie, surtout avec la diversité de services que j'offre aujourd'hui. Mais ça a été aussi un petit peu un appel divin, puis une épiphanie, un peu comme Marie-Renée. Oui, une fois que cette porte-là était ouverte, il n'y avait plus aucun retour en arrière, là, vraiment. Donc, c'est un petit peu particulier comme parcours. Je travaillais dans le Vieux-Montréal, en fait, en sortant de l'université. Puis, je passais devant le studio d'hiver qui est au métro Champ-de-Mars. Puis, il y avait une affiche qui disait qu'ils offraient des cours de vitrail. Puis, c'est comme ça que j'ai découvert qu'on pouvait apprendre le vitrail, en fait, parce que c'est un art ancestral, puis c'est pas quelque chose, on dirait, qu'on pense qu'on peut faire. Ça paraît un petit peu peut-être inatteignable ou... surtout qui s'appellent les maîtres verriers, là, les gens qui travaillent. Ouais, ça, exactement. Ça crée une distance, déjà, d'accessibilité. Oui, c'est ça, exactement. On se dit, c'est quelque chose qu'on va regarder. On ne se dit pas que c'est quelque chose qu'on serait capable d'apprendre, encore moins capable d'en faire, et encore moins capable d'en faire une business puis d'en vivre. Donc, je suis juste devenue obsédée avec l'idée de prendre un cours. Je me suis dit juste par curiosité. Ça a pris 3 ans avant que je me rende à faire le 10 cours. OK. À force d'en parler à tout le monde, ma famille, mon chum et ma soeur m'ont fait un certificat cadeau à ma fête. Ils étaient comme, bon, on va le prendre ton cours, là. Ça fait 3 ans que tu nous en parles. Fait qu'en 2016, j'ai fait mon cours au studio d'hiver. Puis là, ça a été le coup de foudre, mais je commençais ma carrière en design. J'ai gradué en 2012 du design d'environnement à l'UQAM, puis en 2013 en design au DESS en événementiel. Fait que là, je me disais, c'est quand même pas le moment de me lancer dans un hobby aussi intense que le vitrail. Là. J'essaie vraiment de mettre mon énergie sur développer ma carrière de designer. Puis l'événementiel, à Montréal, on est chanceux. Là. Il y a énormément d'événements, beaucoup d'opportunités. C'est un milieu qui va vite. C'est un milieu que tu te donnes à 300%, sinon ça ne fonctionne pas. Fait que j'étais vraiment dans ce mindset-là à l'époque. Mais je disais à tout le monde, encore une fois, autour de moi, un jour, je vais faire du vitrail, un petit peu comme Elisabeth, un jour, je vais avoir mes vitraux. Puis, mais c'était comme un genre de rêve à très long terme pour moi. Là, je me disais, ça va être ma 2e carrière. Je disais ça à tout le monde. Quand je vais être terminée avec l'événementiel, je ferai du vitrail. Je pensais juste pas que ça allait arriver aussi vite. Puis, c'est ta carrière à temps plein. Maintenant, je fais ça à temps plein. Oui, exactement. Puis là, est-ce que l'événementiel te manque ou tu es parfaitement comblée là, avec... Tellement pas. Ah non! Puis les belles personnes avec qui je travaillais avant, on se voit encore... On se gardé les bons là. Oui, on se voit encore régulièrement. Puis ils me parlent de ce qu'ils font, puis je suis tellement contente pour elles, mais moi, je vois à quel point j'étais prête pour autre chose. Puis là, dans vos entreprises respectives, là, on est dans des petites entreprises. Vous êtes combien là, à vous dédier? Donc, je prends Marie-Renée. Tu es seule? Est-ce que tu as un partenaire? Est-ce que tu... Comment... Bien, pour l'instant, dans l'actionnariat de l'entreprise, je suis seule, mais j'ai une énorme équipe de gens qui travaillent de près ou de loin. Tu sais, moi, je fais beaucoup affaires en sous-traitance. Donc, tu sais, j'ai des couturières qui travaillent pour moi, puis les ateliers, mais ça devient quasiment mes 2e maisons parce que je suis là. Moi, c'est mon beau-père, Régent, mon Régent national, qui est vraiment une personne clé dans mon entreprise. On le salue. Régent, c'est vraiment la personne qui vient balancer tout, là, je dirais, parce que, tu sais, moi, j'ai vraiment la fibre entrepreneuriale de la Beauceronne sommeillait en moi depuis très longtemps.
Same. Puis, tu sais, tout le Ça vient souvent avec la bourse. Oui. Ben, Mais ça c'est crée vraiment- aussi, peut-être. c'est un terreau fertile quand même d'entrepreneur, mais c'est que... Puis l'aspect créatif aussi que j'avais. Puis lui, ben en fait, c'est l'autre côté complètement, c'est l'autre partie, la sphère un petit peu plus chiffres, cartésienne, les chiffres Ouais. et tout. Donc lui, il vient vraiment balancer, puis j'arrête pas de dire que c'est comme mon ministre des Finances. On s'assoit ensemble souvent. C'est lui qui m'a tout montré comment vraiment faire la tenue de livre, établir les coûts de revient, toute la planification stratégique. Donc, lui, il n'est pas un employé officiel, mais je te dirais que c'est... Un employé tout honorifique. Oui, honorifique, Honorifique. ouais. Et bénévole, probablement. Mais- Non, c'est pas vrai. Oui, mais là, par exemple, je suis vraiment en train de regarder pour faire une première embauche en 2024. Là, ouais. C'est quoi Je suis le rendue poste là. que tu vises? Un bras droit. Ah Ouais, oui, ah c'est oui. vraiment ça. C'est vraiment quelqu'un. Puis j'ai déjà trouvé une candidate potentielle dernièrement. Là, reste à officialiser le tout. Mais ouais, c'est vraiment quelqu'un qui va pouvoir m'aider au complet, là, tu sais, que ce soit du design de produits, l'inventaire, emballer des commandes. Tu sais, c'est vraiment quelqu'un qui va pouvoir La main à toucher la tout. pâte, là. Oh, oui. Exactement. Puis c'est une personne qui avait le goût de voir comment ça fonctionne une entreprise dans toutes les sphères que ça peut représenter. Donc, ça, je suis vraiment contente. J'ai l'impression d'avoir trouvé un peu la perle rare là, pour m'aider à amener mon entreprise à un autre niveau. Fait que c'est une augmentation d'effectifs de 100 Oui. C'est excellent. Oui, c'est excellent. Elisabeth, toi, tu as parlé de ton conjoint, vous êtes tous les deux. Mon conjoint et moi, on est tous les deux à temps plein à la ferme. Puis, c'est ça, on n'a pas d'employé. La personne qui fait les produits, c'est moi. Oui, OK. 100 Tu fais 100 des produits. 100%. De la tonte, des alpagas, C'est ça que- tri, lavage, écharpilleuse, cardeuse, feutrage, design, confection. Il y a combien d'étapes entre Entre la tonte? nourrir mon animal et puis obtenir un produit Disons la fini. tonte. Juste tu sais, d'aller récupérer la matière première puis de la rendre dans un... Je dirais 13 à 15 étapes. OK, quand même. Oui, c'est long un comment? long processus. Il y a pas... Puis c'est artisanal, un peu comme Ouais. Isabelle disait. Moi, c'est des pièces uniques. Je ne suis pas dans une mode grosse chaîne de production. Non. Alors, chaque pièce est unique. Ça prend du temps de création. Mais je veux dire, ça fait 16 ans que j'ai commencé mon entreprise, puis il n'y a pas un jour que j'ai dit « je serais-tu bien au bureau ». Bien, ça, c'est exceptionnel. J'avoue que j'ai aucun regret de retour. Tu sais, retour en arrière là, de ce que de ma vie précédente. Là, Aucun ennui. non. Puis au niveau... Comme Isabelle. Pas dans le Ouais. Non, écoute, c'est du temps plein et 3/4, là. C'est vraiment... ouais. C'est beaucoup Tes d'heures. journées commencent Moi, à quelle heure? c'est 7 jours semaine, là. Ouais. Mais c'est plus, ils finissent à quelle heure qu'ils commencent, parce que j'ai jamais été une lève-tôt. Fait que, bon, ma journée va commencer à 8 heures, mais elle va finir à 9 heures. Tu sais, on OK. rentre de la grange. Généralement, on va rentrer comment? Ben, c'est lève-tôt 8 heures. Ah oui! Oh mon Dieu! Ça paraît que vous n'avez pas Mais d'enfant. c'est parce que moi, je me couche à 2 heures du matin. Là. C'est ça, moi, je travaille jusqu'à 4 heures du C'est matin. ça. Mais ma Moi, je journée suis commence plus- à 11 heures. Je suis plus un oiseau de nuit, donc je vais aller, tu sais, je peux travailler jusqu'à 1 heure, 2 heures du matin, mais j'ai juste besoin de 5-6 heures. Tu sais, de 4 à 6 heures de sommeil, ça me suffit. Là. Fait que, heureusement, parce que j'arriverais pas. Ah oui? Ouais. Wow. Puis j'ai pas d'employé. Est-ce que c'est quelque chose que je voudrais à court, moyen terme? Possiblement, pour développer certaines lignes de produits. Mais moi, j'ai vécu dans ma vie précédente en tant que vice-présidente. J'étais vice-présidente de service Internet chez Canoë. Fait que, tu sais, j'avais une équipe de 200 personnes en tout moi. Là. J'avais une grosse équipe, puis je faisais des heures de travail folles. On a choisi une Ouais. vie. Et on a choisi Ouais. de... Fait que pour moi, je suis pas... Puis je suis... On n'est pas dans le même âge. Moi, c'était à 41 ans que j'ai choisi de faire... de tout lâcher Ouais. puis faire mon élevage. Eux, ils ne sont même pas rendus là. Ces belles dames-là sont toutes jeunes encore. Fait que c'est ça qu'on n'est pas... On n'était pas au même point dans notre vie. Là. Fait que moi, c'est plus un choix de changer d'objectif. Puis c'est ça. Fait que oui, d'avoir quelques employés qui travaillent avec moi dans mon atelier à la ferme, c'est pas quelque chose qui est hors de question. À moyen terme, oui, mais j'ai pas l'intention d'avoir une équipe de 200 personnes en dessous de moi. Non, c'est pas ça qui t'intéresse. Non. Et toi, Isabelle, dans ce même ordre d'idée, là, tu es seule. Tout ça. Tu travailles, tu fais autant de la production que des ateliers. là. C'est ce que je comprends aussi. Est-ce que Ouais.
tu as la vision de grandir en termes de taille dans ton entreprise? Oui, c'est une bonne question. Je suis là-dedans en ce moment, là, mais la fin de l'année approche. Fait que là, je suis dans mes objectifs 2024. Je suis toute seule, puis je pense que je veux vraiment le rester pour un moment. C'est ce que j'aime de la vie d'artiste, c'est que c'est moi qui est en charge créativement. Puis j'ai pas envie de déléguer juste les bas de plate, là, juste d'avoir quelqu'un pour venir nettoyer mes vitraux, par exemple. Parce que c'est là-dessus que j'aurais besoin d'aide, là, sur les étapes les moins le fun, pour moi me libérer du temps pour faire plus de cours, plus de contenu, plus de création. Mais il faut juste que je trouve... Que j'ajuste mon équilibre entre les différents chapeaux que je porte. Mais en ce moment, j'apprends beaucoup de vraiment faire chaque étape du processus moi-même. Puis la liberté que ça m'apporte est très, très, très précieuse. Fait que pour le moment, ça me convient vraiment d'être toute Mais seule. liberté, je pense que c'est un mot qui est revenu aussi là, de chacune d'entre vous. Ben oui, mais puis tu vois, je dis toujours, c'est très, très loin d'être parfait et facile, là, la vie d'entrepreneur, mais on a choisi quand même nos combats, là. On a choisi nos challenges, qui est quand même, je pense, un privilège, là. Fait que, puis c'est drôle parce que tout à l'heure, avant qu'on enregistre, Marie-Renée, tu sais, on parlait de quelque chose d'autre. Elle dit, mais tu sais, je dis pas ça pour me plaindre. Puis on est toujours en train de se justifier parce qu'il y a tellement de gens qui, sur papier, hein, voudraient avoir notre vie, voudraient cette liberté-là dont on parle, mais ça vient aussi avec son lot de compromis puis de challenges qu'il faut aussi être prêt à accepter, apte à encaisser ou capable d'apprendre à encaisser ça. Puis ça, c'est la partie qu'on voit un peu moins, puis que les gens peut-être sont pas prêts à accepter. Fait que c'est... Fait que c'est quoi le plus gros, disons? Le plus gros challenge, ouais, je veux dire? pour vous autres, toi, Isabelle. Oui, c'est ça, c'est différent beaucoup. Là. Moi, particulièrement en vitrail, mon gros challenge en ce moment, c'est que ce que je fais, c'est weird. Les gens weird. Ben, dans le sens que les gens ne s'attendent pas à avoir du vitrail décoratif pour la maison. C'est des shows, quand même. Non, pas vraiment dans la forme que moi je le fais. Les gens s'attendent à avoir des fenêtres dans leur maison. Ils sont comme du vitrail. Ah, comme il y a à l'église, oui, mais non. Oui, okay. Ou j'ai un gros vitrail dans la maison chez mes parents ou mon appartement à Montréal, mais c'est pas ça que je fais. Non. C'est vraiment du vitrail décoratif, artistique. On appelle ça un suncatcher, disons, là, de différents formats. Puis j'ai aussi des gammes plus utilitaires, des petits objets. J'essaie de faire quelque chose de très varié, mais bref, quand je présente mon travail, c'est pas déjà l'idée que les gens se font du vitrail quand ils connaissent ça. Puis après, j'ai même des fois des gens qui savent même pas que c'est du verre. Ils me demandent si c'est de la résine, ils me demandent si c'est du plastique. Je me suis déjà fait demander si c'était de la poterie. Ça surprend les gens, donc je dois un peu créer ce marché-là, puis normaliser un petit peu ce que je fais. Fait que moi, personnellement, c'est vraiment de la diffusion, faire connaître cette branche-là du vitrail, mon plus gros challenge. Puis c'est quelque chose, évidemment, que j'adore faire, sinon je ne ferais pas ça. Mais il n'y a personne vraiment qui fait ce que je fais de la façon que je le fais, du moins à Montréal. Donc, c'est stimulant. Mais en même temps, c'est un petit peu isolant. Oui, puis ça doit être un peu la même chose pour toi, parce que tantôt, tu disais que tu ne trouvais pas d'offres comparables non plus. Bien, c'est sûr qu'un peu comme Isabelle, il y a quand même une part d'éducation à faire, moi, pour mon produit. Tu sais, c'est pas tout le monde qui connaisse ce que ça fait, la laine de mérino. Pourquoi c'est cher comme ça, cette matière-là. Puis même la production au Québec aussi, ça vient avec un prix. Fait que c'est sûr qu'il y a quand même une part d'éducation à faire. C'est sûr que moi, c'est un défi que j'aime beaucoup parce que l'ancienne journaliste en moi aime ça, expliquer... je veux pas dire éduquer, là, mais de créer du contenu puis expliquer un petit peu le fameux multicouche, là, les plures d'oignons, d'expliquer aux gens comment habiller vos enfants pour qu'ils soient confortables l'hiver, pour pas qu'il y ait froid. Fait que c'est sûr que ça, moi, j'adore ça, faire ça. Mais moi, je dirais que le plus grand défi en tant qu'entrepreneur, pour ma part, c'est la quête d'équilibre parce que je sais pas pour vous, tu sais, moi, j'ai vraiment un esprit bouillonnant. Puis quand on est entrepreneur, c'est comme si tout est possible. C'est comme si on a la liberté de lancer n'importe quel projet. C'est, pour moi, un très, très gros défi de savoir, OK, là,
je fais ce projet-là, je m'accorde du temps à moi. Prioriser, Il faut un équilibre aussi avec ma vie. Puis, tu sais, moi, je trouve que le plus beau privilège de l'entrepreneuriat, c'est d'être maître de son temps. Mais il faut savoir comment utiliser ce fameux privilège-là. temps-là. Ouais. Absolument. Puis ça, pour moi, c'est un très gros défi, de savoir me mettre moi-même des limites. Puis tu réussis-tu en ce moment? Je peux pas dire que je réussis parfaitement, non, mais je travaille là-dessus, puis c'est toujours, là, tu sais, c'est toujours quelque chose de constant chez moi, de me dire, OK, ben là, la priorité, c'est ma famille, c'est mon enfant, je veux être présente, puis c'est une des choses qui m'a motivée à lancer mon entreprise, c'est de pouvoir éviter le fameux, tu sais, boulot, dodo, métro. Tu sais, je trouve ça terrible d'aller domper, entre guillemets, mon enfant à la garderie, travailler, vite la course, de la routine. Tu sais, je voulais éviter ça, moi, tu sais. Fait que ça, c'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur, puis sur lequel je travaille, mais je peux pas dire que c'est parfaitement acquis pour l'instant. Ben, c'est tout Parce jeune que, pour oui, l'entreprise c'est ça. aussi. Mais ça reste quand même pour moi l'objectif ultime. OK. Même quête, Elisabeth? Ou, tu sais, qu'en 16 ans, tu as été cheminée là-dedans aussi? Ouais, j'avoue qu'en 16 ans, je travaille pas moins fort que je travaillais. Non! Je vais pas te décourager, là, mais oui, quand on a un cœur d'entrepreneur puis que c'est notre business, là, C'est ton on bébé fait du aussi. 70-80 heures par semaine, puis ça changera pas, je pense. Je vois pas comment. Ben, moi, je suis dans un contexte bien différent. Là. C'est 7 jours semaine, puis j'ai pas le choix, là, parce que j'ai 60 alpagas à T'as des m'occuper, animaux là. à nourrir. Fait qu'on n'a pas des employés à la ferme qui viennent s'occuper des animaux, c'est nous, là. C'est mon conjoint et moi. Là. Fait que moi, je passe 3-4 heures par jour juste dans le soin des alpagas. 7 jours de semaine. 3-4 heures par jour, quand même. Moi, puis mon chum aussi. OK. Fait que si on veut des animaux en santé, oui. Fait que c'est l'objectif, évidemment. Fait que le bien-être animal est super important. Fait que on nettoie quotidiennement. Je leur donne à manger matin et soir. Mes plus vieilles sont quasiment dans un mode de gériatrie où ce que je leur donne des petites gâteries, ils ont mal aux dents. Il faut tout surveiller. J'ai 60 alpagas, ils sont tous des noms, puis ils connaissent leurs noms, comme je te disais tantôt. Ça indique à quel point je leur parle, puis que c'est mes enfants. J'ai pas pu avoir d'enfants. Non. J'aurais tellement aimé. Mais c'est ça, je pense que je me défoule un peu sur mon t'en as eu élevage, beaucoup, sur je trouve. mes bébés. 60, C'est ça, là, mes clients, ils rient toujours parce que je parle de mes gars et mes filles. Ben Tu sais, oui. Ben oui. Ils ont tous des noms. Fait que c'est là où ça devient Fait que ton particulier. défi à toi, fait que là, le temps, c'est que t'en mets autant, mais peut-être que ça te dérange moins, peut-être que ça t'as pas l'impression. Ben, écoute, j'étais une workaholic avant. OK. Ça, tu peux pas enlever. Je pense que quand tu as ce trait-là d'être motivé puis de travailler, tu donnes tout à ton travail, peu importe ce que c'est ton travail, je pense que tu vas continuer à tout donner. Fait que moi, je donne tout. 50 de mon temps est dédié à mes alpagas, mes bébés. C'est pour leur bien-être à eux. Puis, ben l'autre 50 qui est comme, en fait, l'autre 35 heures. J'ai mon premier 35 heures pour eux autres. Le deuxième 35 heures, c'est dans mon atelier. Pour ma business, mes créations de produits. Je passe vraiment beaucoup de temps dans mon atelier, évidemment. Puis, heureusement, j'ai mon chum, Luc, mon conjoint, quand ça va faire 35 ans qu'on est ensemble. On le salue. Qui est une grosse partie de l'entreprise. Fait que lui, il aide beaucoup, évidemment, dans le soin des animaux. On fait ça ensemble. Puis lui, il s'occupe du côté comptabilité, tout ce qui est administratif. Là, c'est mon conjoint qui s'occupe de ce volet-là. Lui, il me laisse mon côté créatif. Je m'amuse dans l'atelier. Puis lui, ben, il va s'occuper de ça. Il va s'occuper de faire les expéditions, les shipping, emballer les colis pour expédier. Puis ça, On devient expert dans tout, un petit peu. Hein? On fait un petit peu Ah, mais tout, hein? il faut, c'est ça. faut On n'a tout pas le choix. faire. Mais ça résonne un peu ce que tu dis, Elisabeth. Là, je travaille pas moins. Puis quand on est. c'est ça. C'est quelque chose que moi, je dis beaucoup parce que les gens qui me connaissent depuis longtemps puis qui me connaissent depuis l'université, depuis l'événementiel, je travaille pas moins. C'est juste que maintenant, Pour cette toi, énergie-là, tu je la travailles mets pour toi. sur moi, puis faire grossir ma propre entreprise, puis sur explorer ma propre créativité. Puis c'est de l'énergie, c'est du temps que j'étais déjà prête à dédier à ma carrière, puis je le faisais avec bonheur. Donc, d'avoir pu transférer ça sur quelque chose qui, maintenant, c'est de la valeur que ça m'apporte à moi spécifiquement.
c'est précieux, là, vraiment complètement précieux. Puis c'est vraiment pas quelque chose que je m'attendais. Je voulais pas être entrepreneur parce que je suis vraiment quelqu'un qui aime ça travailler en équipe. Je suis quelqu'un d'extraverti. J'ai vraiment besoin de... Puis c'est d'ailleurs pour ça que j'aime autant enseigner, là. Ça me permet vraiment de sortir de chez moi. Puis ouais, exactement. Puis on parlait d'équilibre, là, donc c'est pour ça que je peux pas juste être chez moi à produire toute seule, à créer toute seule. Mais c'est ça, je travaille pas moins, là, mais c'est au moins maintenant, c'est quelque chose que je fais pour mon propre bénéfice. Fait que c'est... Je dis souvent, j'ai changé 4,30 sous pour 1 pièce, mais quand même, au moins ça... Je pense pas. Je pense que c'est deux choses vraiment différentes. J'ai envie qu'on parle un petit peu des produits puis de la réalité qui nous frappe aujourd'hui, qui est celle d'un contexte économique un petit peu difficile actuellement. Fait que, tu sais, vos produits sont tous les trois des produits, je vais dire, de qualité, premium, haut de gamme, tu sais, qui ont tous dans leur valeur, une valeur ajoutée aussi au consommateur qui va l'acheter. Est-ce que vous pensez que c'est particulièrement difficile pour vous trois dans ce contexte-là, comme on est dans... Souvent, on entend « j'ai de la misère à faire mon épicerie », là, tu sais. Est-ce que ça vous frappe de plein fouet, ça? Oui, quand même. Vas-y, Sébastien. Ah, ben non, excuse-moi, je ne vais pas te dire. Pas grave. On dirait que moi, pour ma part, je ne l'ai pas ressenti encore. Mais tu sais, mon entreprise est assez récente, là. J'ai une année financière de bouclée. Puis là, en comparaison, je suis en augmentation, là. Tu sais, je suis en croissance. Fait que tu sais, je peux pas avoir de données qui me disent que je suis impactée par ça pour l'instant. Mais je me réfère beaucoup à un article que j'ai lu il y a quelques semaines. Puis c'est un article qui date de quand même longtemps, mais c'est que moi, je suis très inspirée par Yvon Chouinard, qui est le fondateur de Patagonia. Puis lui, il racontait dans un article qui date de plusieurs années que la meilleure année de vente de Patagonia, ça s'est fait pendant la crise économique aux États-Unis. Ah oui? Puis avec un peu de recul, il disait en période de récession, en période de crise économique, les gens font des achats réfléchis. Au lieu d'acheter plusieurs petites affaires, ils vont plus réfléchir à ce qu'ils vont acheter, puis ils vont faire des choix plus consciencieux, plus réfléchis. Puis, pour ce qui est des produits Patagonia, bien, c'est des produits de qualité. C'est des produits qui durent, qui ont une garantie et tout ça. Fait que ça a fait augmenter leur vente. Puis, je me suis dit, bien, les produits Timinino, c'est des produits aussi de qualité qui durent longtemps. Donc, au lieu d'en acheter 3-4 combines en synthétique à nos enfants, bien, pourquoi pas opter pour une combine qui va faire longtemps, qui est en matière naturelle et tout. Fait que j'ai l'impression que peut-être le même phénomène se produit, puis il y a peut-être aussi l'effet de rareté qui fait en sorte que, pour l'instant, j'ai pas l'impression que nous, on est touchés par le contexte économique. Puis t'en as parlé tantôt, c'est des vêtements évolutifs. Fait que, disons, sur combien d'années, là, un enfant, typiquement, peut survivre dans la combine? Là, bien, ça dépend un peu, mais potentiellement sur 2 ans. Donc, 2 hivers de suite. Puis, tu sais, ça fait toute l'année, là, tu sais, aussi bien en dessous d'un manteau comme combine que pour vêtements de tous les jours. Fait que, tu sais, je veux dire, c'est un investissement qui vaut vraiment la peine quand on y pense. Puis, l'autre aspect aussi, c'est que, tu sais, je veux dire, les vêtements en laine de mérino, les nôtres, on les a pensés aussi pour qu'ils soient non genrés, tu sais, des couleurs qui sont neutres, qu'on peut passer au suivant. Puis ça, c'était super important pour moi, tu sais, que ça soit aussi classique, puis que ça soit une pièce qui puisse perdurer dans le temps, qui n'est pas, tu sais, selon les modes, là, tu sais, les couleurs bien tendance, tu sais, je voulais que ce soit des couleurs classiques. Aussi dans cette optique-là. Est-ce que c'est une impression partagée, ce que Marie-Renée dit? Bien, en fait, moi, je le vois plus dans les marchés. Cette réalité-là, c'est que ça dépend du produit que tu vends. Donc, dans un contexte comme en ce moment économique, les gens vont devoir, avec raison, préconiser ce qui est essentiel. Donc, on va toujours avoir besoin de nourriture, on va toujours avoir besoin de vêtements, on va toujours avoir besoin, tu sais, de la base. Moi, je suis dans un produit, oui, haut de gamme, de luxe, mais décoratif en plus, là. Donc, c'est pas quelque chose qui passe en priorité. Fait que c'est pour ça qu'il faut essayer de diversifier les choses qu'on fabrique avec. Là, on est quand même dans la période où on est dans Noël. On arrive vers Noël. Fait que probablement que c'est une période qui est possiblement bonne pour toi et vous, possiblement. Je sais que toi, ton entreprise a moins d'années de vie.
Toi, Moi, je dirais, ben oui, Noël, c'est certain qu'il y a bien des gens qui veulent donner des produits en alpaga, c'est très populaire, ça. Mais juste pour le contexte économique actuel, oui, il y a une petite baisse cette année, je dirais, par rapport aux 2-3 dernières années de vente. Mais dans mon cas, je ne suis pas certaine si c'est tant le contexte que le mois d'octobre, y a-tu fait chaud? c'est vrai. Ça, tu as raison. Fait que pour nous, ben, je T'as pense, raison. dans le contexte de fibres d'alpaga ou laine mérino, peu importe, même si c'est des fibres qu'on peut porter l'été, les gens n'ont pas encore assez cette notion-là, parce que ça respire, puis on peut porter facilement une fibre naturelle l'été. Et les gens l'associent à l'hiver. Fait que pour moi, habituellement, c'est en octobre, septembre, ça commence à décoller, puis octobre, novembre, c'est là où je vois vraiment une progression de vente. Puis cette année, je veux dire, octobre a été plutôt tranquille comparé à la norme, là. Mais bon, là, ça commence. Puis par rapport au fait que les gens, oui, j'ai des produits dispendieux, c'est sûr que je ne m'adresse pas à tout le monde avec un grand châle en alpaga, 100% fait à la main, unique. Il y en a juste un comme ça. Fait que c'est une clientèle particulière qui va se procurer ce type de produit-là versus des semelles, par exemple. Mes semelles en alpaga, bien, tout le monde a besoin des semelles en alpaga, puis tout le monde les veut. Puis ça, c'est un investissement dans le sens où, au lieu d'acheter une nouvelle paire de bottes, bien, regarde, remplace tes semelles. Fait que c'est vraiment, c'est une économie là, qu'on offre aux gens en faisant un achat d'une valeur ajoutée à un produit qu'on n'a pas besoin de remplacer. En même temps, bien, pourquoi acheter une paire de bottes à tous les années? As-tu vraiment besoin, là? C'est intéressant. Oh, excuse-moi, je ne sais pas, non. C'est intéressant ce que tu dis, parce que même avant l'enregistrement, on a parlé d'économie circulaire, un peu de responsabilité sociale. Moi, je sens que c'est une valeur importante là, dans le discours de même toi, tu disais, Marie-Renée, que tu gardes toutes tes retailles parce que tu veux trouver une façon, en fait, de les récupérer. Fait que quelle place ça prend, ces valeurs-là, dans votre entreprise actuellement? Moi, c'est fondamental, en fait. Tout le modèle que je me suis donné, en fait, c'est toujours avec une optique de développement durable. Tu sais, moi, mon plus grand souhait avec mon entreprise, c'est de permettre à mon enfant de pouvoir avoir un impact positif sur l'environnement pour qu'il puisse avoir accès au même terrain de jeu riche qu'on a en ce moment, tu sais, qu'il puisse avoir accès à ça. Puis moi, je me disais, en tant qu'entrepreneur, on a la possibilité d'avoir un impact positif. On a une voix, tu sais, les entrepreneurs. Puis je me disais, moi, de ma petite entreprise, je veux déjà, en commençant, mettre toutes les chances de mon côté de pouvoir avoir cet impact-là. Donc, je veux dire, de l'emballage jusqu'au choix des matériaux, tu sais, tout est pensé en fonction de ça. Puis, quand j'ai réalisé le nombre de déchets que ça produisait, une production, là, tu sais, toutes les retailles textiles qui sont issues des productions, je me disais, mais ça n'a pas de bon sens d'envoyer ça à l'enfouissement, là, tu sais. Non, c'est pas synthétique. Non, mais non, pas toi, je veux dire, la quantité dans le marché textile. Là. Je veux dire, l'industrie de la mode, c'est une des plus polluantes. Je pense que c'est la deuxième industrie la plus polluante au monde. Puis je me dis, OK, mais il y a quelque chose à faire. Puis tu sais, au départ, la première idée, c'était de se dire, parce que c'est biodégradable, c'est une matière naturelle, donc ça se biodégrade. Fait que je me disais, mais il y a peut-être moyen, tu sais, de faire affaire avec une ferme pour l'utiliser après ça comme fertilisant pour la terre. Tu sais, j'avais des idées, là, de toutes sortes de projets. Je voulais faire des tests. Puis, à un certain moment donné, il y avait des retailles qui étaient un petit peu plus grandes. Donc, on s'est dit peut-être qu'on pourrait récupérer ça pour faire un nouveau produit à valeur ajoutée. Donc, on a fait un premier produit, en fait, qui est issu à 100% de retaille. Puis là, il y a d'autres retailles que je suis en train là, de regarder justement pour le feutrer, pour le transformer en feutre pour faire de nouveaux produits à valeur ajoutée. Mais toutes ces retailles-là sont conservées justement dans le but soit de faire de l'économie circulaire ou de redonner à la terre. Wow. Ouais. Puis ils sont conservés chez toi dans ton sol. Fait on te remercie de prendre l'espace que tu as. Oui, ça prend pas mal d'espace pour l'instant. Fait que là, j'ai hâte qu'on mette en branle des projets, là, mais ouais. Ça prend beaucoup de place, mais je trouvais ça épouvantable de jeter ça, tu sais. Je me disais, il y a quelque chose à faire avec ça, il y a de la valeur à donner à ces déchets-là, si on veut, là, tu sais. Bien, j'ai une réalité quand même différente avec le vitrail, parce que c'est pas une matière qui est biodégradable, puis le verre artisanal, c'est pas du verre qui se recycle non plus, on peut pas envoyer ça au recyclage comme le verre qui est utilisé pour faire des contenants en alimentation. Donc, si on veut réutiliser le plus de matière possible, bien, il faut qu'on crée
des produits avec nos petites retailles jusqu'à temps que les retailles soient tellement petites qu'on ne peut plus rien faire avec. Pour essayer d'avoir le moins gros impact environnemental, si on veut, possible, bien, il y a certaines petites choses qu'on peut faire, mais ça reste quand même que le vitrail, c'est pas un art qui est vert de façon intrinsèque. On utilise quand même des métaux lourds, des produits chimiques et tout ça, là, donc c'est pour ça que c'est important pour moi que chaque pièce soit créée avec intention. Puis tu soulèves un bon point parce que, tu sais, on a vu pendant la pandémie, il y a eu aussi certains enjeux au niveau de l'approvisionnement, tu sais, de certains points. Je suppose que ça t'a pas tant touché que ça. Ça ne m'affecte pas trop. Non, c'est ça. Peut-être pour la nourriture aux alpagas, je ne sais oui. pas. Ben, nous, on fait notre propre foin. Bon. Donc, on est autonome au niveau de l'alimentation à l'année, en fait, l'hiver, là, pour le foin. On a nos pâturages où est-ce que les alpagas vont aller brouter l'été. Puis la moulée, les minéraux, l'alimentation de base, on la fait faire dans une meunerie locale. Puis d'ailleurs, nous, on revend l'alimentation pour les alpagas pour les petits éleveurs qui ont juste comme 3, 4, 5, 6 alpagas. Oui, Et on est comme fournisseur pour eux. OK. On va parce qu'on a un gros élevage, donc on fait faire en grosse quantité les aliments, puis on redistribue. Ouais, nous, on est beaucoup touchés par... Encore aujourd'hui, il y a certains matériaux qu'on a du mal à... Il y a des compagnies qui ont fermé. Il y a le verre, un exemple tout simple, le verre de couleur rose est fabriqué, le True Pink est fabriqué avec de l'or. Donc, le prix de la feuille de verre rose de base est vraiment plus cher que certaines autres couleurs. Puis là, pendant la pandémie, il y a juste des fabricants qui ont arrêté de produire du verre rose parce qu'ils n'avaient plus les moyens d'avancer, en fait, là, le prix pour le faire fabriquer. Donc, ils ne pouvaient même plus en faire pour nous le vendre. Il y a certaines compagnies qui ont fermé. On a de la difficulté à acheter certaines... on utilise du ruban de cuivre dans la technique que moi, j'utilise particulièrement. Il y a certaines largeurs ou certaines couleurs qui se font juste plus. On a comme une pénurie depuis 6 mois. Le rouleau de soudure a triplé de prix depuis 2021. Juste depuis que moi, je fais ça à temps plein, on est passé de comme 15 $ la livre de soudure à 35 à son pic l'année dernière. Puis là, ça l'a redescendu. En ce moment, on est autour de 25 $ la livre. Là. Quand même encore une dizaine de dollars de plus qu'il y a 3 ans. Ça s'est passé dans un très court laps de temps, là. Puis en parallèle à ça, nous, notre matière première augmente beaucoup en termes de prix. On a de la difficulté à s'approvisionner. Donc, notre produit, on devrait techniquement le vendre plus cher. Mais en même temps, le coût de la vie augmente, donc les gens ont moins d'argent à mettre là-dedans. Donc, c'est vraiment des drôles de mathématiques qu'on doit faire si on veut pouvoir continuer à vendre du vitrail, là. Mais bon, c'est pas, je pense pas que ça va être permanent non plus, là. Donc, on trouve des solutions pour s'adapter puis passer à travers la tempête. Mais nous, c'est vraiment une réalité qui nous a touchés beaucoup. Fais-tu la même, toi, Marie-Renée, de ton côté? Bien, c'est sûr que moi, j'ai démarré l'entreprise un peu post-pandémie. Donc, les relents de la pandémie que moi, j'ai vécu personnellement, c'est vraiment au niveau du coût du transport de la matière première qui avait comme quadruplé par rapport au moment où j'avais fait mes premiers estimés et tout dans mon plan d'affaires. Donc ça m'a beaucoup surpris. Ouais. Mais c'était comme une dépense vraiment imprévue, si on veut, là, ces augmentations-là au niveau du transport. Mais maintenant, je fais manufacturer le tissu ici. Donc, ça m'a permis de faire des économies considérables, ne serait-ce qu'en douane, qu'en transport. Donc, puis ça me rend vraiment fière parce que c'est rare quand même qu'on puisse trouver des produits finis qui sont faits à partir d'une matière première qui est faite ici. Sauf quand on est éleveur. C'est ça, non, je suis impressionnée par ton parcours là-dessus. Oui, ça, c'est vraiment quelque chose qui me tenait à cœur. Puis là, je suis d'ailleurs vraiment contente parce que je vais pouvoir appliquer pour avoir la marque Produits du Québec. Donc, ça, c'est quelque chose qui me rend vraiment fière. Puis ça fait en sorte que, pour ce qui est de notre collection de la couleur rubis, c'est des produits qui sont faits dans un rayon de 12 km de chez moi, du tissu jusqu'à l'emballage final. Là. Fait que ça, c'est vraiment chouette. C'est vraiment 100% local. Fait que c'est sûr que, finalement, la pandémie aura eu ça de bon pour moi parce que je me suis retournée de bord puis je me suis dit, OK, bien, comment je peux pallier ça? Puis, en plus, bien, être alignée aussi avec mes valeurs de favoriser l'économie locale, le savoir-faire québécois. Donc, tout ça est entré en ligne de compte, puis j'ai décidé de faire fabriquer ici. Bien, c'est super. Puis, tu as soulevé le point des marques de certification. Moi, j'ai envie de vous entendre là-dessus parce que ce qui vous unit aussi, toutes les trois, c'est que vous avez une des 3 marques de certification ou 2 dans certains cas. Moi, j'ai envie de comprendre, un entrepreneur qui...
probablement de façon plus claire pour le consommateur, est fait ici ou fabriqué ici, ne serait-ce que par les noms. Des fois, qu'est-ce qui vous a incité dans cette démarche-là? Moi, ça faisait longtemps que je voulais avoir quelque chose d'officiel, un peu comme Aliments du Québec. Exact. Parce que, bon, dans l'agriculture, on le sait, c'est difficile parce dans les supermarchés, tu vois les produits qui viennent d'ailleurs, qui sont en compétition contre les aliments du Québec. D'avoir le sceau Aliments du Québec, bien, ça donne une valeur. Les gens comprennent vraiment que c'est un produit de chez nous. Puis, produit du Québec, pour moi, c'est ça que ça veut dire. Fait que c'est certain que les gens qui viennent à ma boutique, à la ferme, ils comprennent très bien là, que c'est mon produit, que je l'ai fait de la sueur de mon front, de la tonte du produit fini, oui. Mais de façon plus globale, c'est difficile pour les gens de le comprendre. Puis, l'alpaga comme tel, ça devient de plus en plus populaire. Les gens disent « Ah, je me suis acheté un châle en alpaga. » Mais c'est un produit qui vient du Pérou. Puis souvent, bon, c'est pas nécessairement la même qualité, mais souvent aussi, ce qu'on va acheter en alpaga dans les grands marchés, c'est pas un produit en alpaga, c'est un produit qui va avoir 10 d'alpaga dedans. OK, Fait que c'est là où les gens, tu sais, il faut faire attention à ça. Fait que je peux pas, moi, présentement, j'aurais pas pu mettre mon produit, par exemple, dans un jacuzzi ou chez un distributeur, aux côtés d'un produit du Pérou. Moi, je suis 100 alpaga. Là. C'est de la fibre du Québec, puis c'est vraiment mes animaux qui sont élevés avec amour versus un produit qui vient du Pérou, qui est vraiment pas comparable au niveau des coûts de développement de ce produit-là. Effectivement. D'avoir le sceau de produit du Québec, c'est ça que ça veut dire pour moi. De rendre cette conscience-là face au public général, c'est quoi un produit du Québec réel? Bien, c'est un produit que la matière vient du Québec aussi. Là. Pour moi, c'est la matière incluse. OK, parfait. Et vous deux, Marie-Renée, Isabelle? Bien, ce que tu dis, Elisabeth, ça résonne beaucoup pour moi parce que de plus en plus, en tout cas, on voit des produits en mérino, mais il y a juste un très faible pourcentage de mérino à l'intérieur. Puis pour moi, c'est un peu comme de la concurrence déloyale, je trouve, même que dans l'industrie vestimentaire, dans l'industrie du textile, on voit beaucoup penser à Montréal, conçu au Québec, tu sais. Puis les gens, le commun des mortels, ne font pas la distinction entre fabriqué ici pour vrai ou juste imaginer sur un croquis et fabriqué ailleurs. Puis il y a beaucoup de gens qui mettent au même pied d'égalité des compagnies qui font faire ailleurs, mais qui se disent, qui jouent un peu sur les mots. Puis je veux pas avoir l'air de dire ça péjorativement parce que c'est pas négatif nécessairement de faire ailleurs, mais pour le consommateur moyen qui pense qu'une entreprise qui est québécoise, qui fait faire ses produits ailleurs, puis qu'une entreprise québécoise qui fabrique ici est sur le même pied d'égalité en termes de prix. Mais non, vraiment, c'est très différent. Puis pour moi, je trouve qu'il y a énormément d'éducation à faire par rapport à ça. Puis justement, les marques de certification, produits du Québec, fabriqués au Québec, conçus au Québec, bien pour moi, c'est une façon justement de démystifier un peu ces différents paliers-là. Puis pour moi, ça, c'était vraiment important parce que je trouve que c'est quelque chose auquel il faut réfléchir aussi en tant que société, de favoriser l'économie d'ici. En tout cas, pour moi, c'est fondamental. Puis je trouve ça très important, justement, que les produits soient bien étiquetés. Puis mon rêve le plus fou, ce serait qu'il y ait une foule d'éléments, de détails sur les fiches produits des gens qui permettent justement de faire la traçabilité des choses, de savoir ça vient d'où finalement ce que j'achète, où est-ce que ça a été fait. Ça, pour moi, la transparence, c'est important. Puis je souhaiterais qu'il y en ait un peu plus dans l'industrie, en règle générale. OK. Isabelle partage ce point de vue-là. Oui, vraiment. Je t'écoute parler, puis en tant que consommatrice, moi-même, je suis comme « oui, s'il vous plaît Par contre, moi, je suis dans une réalité un petit peu différente. En tant qu'artiste, évidemment que les gens comprennent automatiquement que j'ai fabriqué tout moi-même, puis ça fait partie de... Tu sais, c'est partout sur mon site web, sur ma carte d'affaires. Je communique que je suis à Montréal, donc les gens comprennent que c'est un produit québécois, que c'est fabriqué au Québec. Par contre, pour moi, la certification, c'était vraiment important en termes de crédibilité. C'est un bel accomplissement de faire partie de cette communauté-là, d'avoir accès à ce réseau-là d'entrepreneurs, également d'opportunités que vous créez depuis votre fondation. Puis même juste pour moi, personnellement, là, de dire, OK, mon art, mon vitrail a réussi à avoir ce statut-là, compétitionner avec
d'autres produits, puis avoir l'air professionnel à ce point-là. Bien, moi, j'aurais eu encore plein de questions, mais là, je sais que le temps file. Ça fait longtemps qu'on se parle. Fait que j'ai envie de vous amener sur le dernier petit segment de l'entretien. On a des petites questions locales à vous poser. Vous faites ça à chaque entretien. C'est très ludique, ne vous en faites pas. Et puis, je vais aussi parler du concours qu'on aura pour les fêtes. Est-ce que je tire on camera quand vous me faites un signe? Ah, ben écoute, tu peux, dans le fond, le pot est apparu sur la table par magie. Par magie. Comme tu peux le voir. Donc, La magie du cinéma. tu piges une question et tu la poses et tu y réponds. C'est ça ou ça? Passe-partout ou ramdam? Oh! Ouais. Ah, c'est dur comme question. OK. Je me rappelle pas de mes années passe-partout, j'étais trop petite. Fait que j'ai envie de dire ramdam. J'étais pas tant télé que ça. Moi, je jouais aux Sims puis je lisais. J'étais vraiment une nerd. Mais entre les deux, là, ramdam, je dirais. On aurait pu dire les gros passe-partout, et là, tu étais un petit peu plus vieille. Ouais, là, ça, je suis malheureusement trop grande. Puis, je suis trop une grande enfant pour ça. Puis, j'ai pas d'enfant moi-même pour justifier ce plaisir coupable de regarder la nouvelle génération de passe-partout. Fait qu'on va y aller avec ramdam. OK, parfait. Ça ou ça, la ronde ou les glissades d'eau? Ben, j'avoue que je suis un grand bébé, là, j'aimerais un peu les deux. Pour vrai? Mais, ben, les glissades, peut-être. Ouais? Je suis une personne d'eau, de natation. J'ai une piscine chez nous, puis pour moi, c'est important. Mon chum se baigne pas, mais moi, je me baigne. OK, fait que plus du stade d'eau. Ouais. OK, super. Fait que Marie-Renée, ça va être toi, celle qui va clore ce sujet. Oh là là. Oh mon Dieu, c'est une très bonne question. Votre rue préférée pour magasiner? C'est vraiment une bonne question, mais je pense que je vais prêcher pour ma paroisse. Moi, je viens de Québec. Puis la 3e avenue à Limoilou, c'est vraiment une chouette rue, une petite rue commerciale avec plein de petits cafés, des petites boutiques cute. Je dirais mon hood. Ah oui, bon, 3e rue Limoilou. 3e avenue. 3e avenue. Oui, 3e avenue. OK. Bien, tu vois, d'habitude, je suis à Montréal. Fait que, tu sais, ça me sort de mon habitude. Et c'est super. Merci beaucoup pour vous être prêté au jeu. Des fois, on en fait beaucoup, mais là, on a déjà beaucoup de matériel. J'ai envie qu'on parle du petit concours de Noël, parce que c'est Noël. Bien, ça va être Noël quand on va le diffuser. Puis on va faire un petit concours pour les abonnés de nos réseaux sociaux. Fait que j'aurais aimé que vous présentiez chacune le produit que vous avez apporté. Oui. Je peux commencer par toi, Isabelle? Oui. Mais moi, j'ai amené une petite boule de Noël. J'ai choisi une jaune parce que c'est la couleur de mon branding. Une petite boule de Noël, Joyeux Noël. Faite à la main, oui. Puis ça, c'est ma première collection de boules de Noël que j'ai designées. Puis c'est ce que je fais en rentrant tantôt. Il faut que j'en design des nouvelles, les boules 2023, j'allais dire 2024. On est en 2024 dans notre tête, hein? Oui. On est en janvier. Fait que c'est ça. Fait que c'est une belle petite boule qui va pouvoir faire partie de votre famille pour toujours. Elisabeth? Ben moi, ça va être les semelles. Ah oui, ça va être Évidemment, pratique. c'est le produit le plus populaire. Donc, pour femmes, pour hommes, je vais en donner 2 paires. Wow. Puis, tout le monde qui les porte les trouve hyper confortables. Ça absorbe l'humidité, ça absorbe des odeurs antibactériennes. C'est vraiment un produit qui est super le fun. Puis, on découpe à la taille qu'on veut pour le mettre dans les bottes, dans les chaussures, dans les pantoufles. Ça dure combien de temps? Ça va. Ben écoute, c'est comme des bas, tu sais, tout ce qui s'arruse, mais ils sont plus résistants qu'un tricot parce que c'est un feutrage. Et puis moi, je le fais avec de la jute à l'intérieur, donc ils sont encore plus résistants que si c'était seulement un alpaga mou. On veut, là. Great. Ben moi, j'ai apporté un petit duo bonnet à nœud évolutif avec un cache-cou dans la couleur curry. Donc, c'est cute. ça peut faire de bébés naissants jusqu'à 5 ans à peu près. Donc, on roule et on ajuste le nœud. Ah, Donc, wow! et ça grandit avec l'enfant, tout simplement. Merci, mesdames, d'être venues parmi nous aujourd'hui. Merci de nous avoir accueillis. Vous êtes très occupés, c'est super apprécié. C'est un beau concours aussi pour les abonnés. Donc, encore une fois, merci beaucoup. On va vous suivre respectivement dans les prochaines années. Je suis convaincue que votre produit est formidable. Donc, merci encore une fois. Merci. Merci. Pour l'invitation.